Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-garde. Collection dirigée par Karine Dartigues-Pérou. Fondée et dirigée par Karine Dartigues-Pérou, docteur en sciences politiques et prospectiviste, Avant-garde est destinée à valoriser les idées émergentes, les grandes mutations sociétales et tendances socioculturelles de notre monde. Les ouvrages collectifs seront mis à l'honneur pour favoriser la confrontation des paradigmes et l'accès à différentes visions du monde. La vocation de cette collection est de faire découvrir une variété d'auteurs, français et étrangers, explorateurs et innovants dans leur domaine. La collection Avant-garde s'adresse à toutes les personnes qui sont en quête de sens et d'engagement. Remerciements. Ce livre cherche à éclairer le débat philosophique sur la nature de la mutation que nous vivons. Dans les livres précédents, Prospective d'un monde en mutation, 2010, Au-delà de la crise financière, Nouvelles valeurs, nouvelles richesses, 2011, et Les voies de la résilience, 2012, nous avions mis l'accent sur la partie sociologique, ethnologique, économique et humaine des sciences. Celui-ci fait appel à 3 sources majeures d'inspiration. L'épistémologie, qui creuse profondément le sens des mots en remontant à l'essence des choses. La philosophie, qui intègre ici les visions à la fois occidentales et orientales et éclaire les concepts évoqués. Le questionnement prospectif, qui tire chaque contribution vers un même objectif, décrypter la nature du changement que nous vivons, en comprendre les évolutions et les émergences, dégager les implications à venir. Cet ouvrage mûrissait depuis plusieurs années en moi, mais c'est l'intervention d'Ervin Laszlo, lors du Forum de l'Evolution de la conscience tenu à Paris le 13 octobre 2012, qui a accéléré le processus. Cette conférence a accueilli nos chers Ervin Laszlo, fondateur du Club de Budapest, et Edgar Morin, membre d'honneur du Club de Budapest, ainsi que d'autres intervenants comme Andrew Cohen, Steve McIntosh et Carter Phipps. L'intervention d'Ervin a déclenché de très longs applaudissements comme si les gens qui se trouvaient dans l'amphithéâtre de la Sorbonne avaient besoin de contribuer et de participer à leur tour. Ce n'était pas uniquement ce qu'il avait dit. C'était aussi ce que nous avions vécu. Un message plus profond s'était dégagé de lui. Quelque chose que l'on pourrait qualifier de sagesse, émanant de son humilité, voire de sa fragilité, et surtout de son espoir dans des solutions profondes malgré l'urgence qu'il ne cesse de rappeler. Dans ce contexte, les 20 ans du Club de Budapest en 2013 ne sont qu'une raison supplémentaire pour célébrer la sortie de ce livre. Notre conviction est que tous les grands changements planétaires, qu'ils soient écologiques, technologiques ou socio-économiques, relèvent avant tout de notre culture. Par culture, nous entendons nos aspirations, nos systèmes de valeurs et nos comportements. Il peut s'agir de notre culture intrinsèque, celle qui guide nos intimités, comme de la culture institutionnelle ou nationale, celle qui guide nos collectifs. Ce livre est consacré à la réflexion sur l'avenir de l'homme. Où en sommes-nous de notre évolution ? Sommes-nous toujours à la préhistoire de l'humanité, comme le formule Edgar Morin ? Quel sens donner à la mutation systémique que nous vivons ? Quels sont les leviers humains de mutation dont nous disposons ? Et que devons-nous remettre radicalement en cause pour mener à bien cette métamorphose ? C'est ce qui rassemble les contributeurs de ce livre qui partagent les valeurs du Manifeste pour la conscience planétaire, du Club de Budapest, à savoir l'empathie, le respect de la diversité et du vivant, la tolérance et la paix. Chacun est très actif dans ses propres domaines de recherche et d'action. Pour cet ouvrage, nous avons sollicité des intellectuels érudits, des artistes et des entrepreneurs dont certains n'ont jamais été publiés en langue française. Et chacun a collaboré très généreusement à l'élaboration de pensées pionnières. Je les en remercie du fond du cœur. Je remercie également Caroline Guidetti, Michel Nguyenze, Alain Gauthier, ainsi que Julia Galmiche et Anne Andro qui ont traduit les textes d'anglais en français. Karine Dartigues-Pérou. Présidente. Club de Budapest France. Introduction, Karine Dartigues-Pérou. En 1972, le rapport du Club de Rome Limits to Growth, les limites de la croissance, lance un cri d'alarme en proposant des scénarios du futur qui montrent les excès et les impacts négatifs que le développement économique peut à terme entraîner sur l'environnement. Ervin Laszlo, qui travailla sur l'impact humain de ces scénarios,
fut l'un des premiers philosophes des sciences à montrer l'importance de la promotion des diversités culturelles dans l'évolution humaine comme de sa nécessaire interdépendance avec la nature, espèces végétales et animales, et avec le cosmos, biosphère et géosphère. L'expression de conscience planétaire, qu'il choisit pour caractériser cette triple interdépendance, a été retenue comme pilier du manifeste de la création du Club de Budapest en 1993. En cette 20e année de la fondation du Club de Budapest, nous sommes encore loin de mettre en œuvre les solutions d'urgence qui s'imposent à nous. Et pourtant, nos prises de conscience, que cela soit de la reconnaissance de notre richesse culturelle, art, langue, etc., de la fragilité de notre biodiversité et du vivant sur la planète, mais aussi de notre dépendance au pétrole, du changement climatique, avancent à grands pas. Les sciences rejoignent les spiritualités dont certaines bien avant l'heure avaient eu l'intuition des lois du vivant. La société civile s'empare de ces sujets pour agir au quotidien, malgré l'incertitude sur l'avenir. Les entreprises et les institutions internationales contribuent à cet élan de manière très inégale. Il existe un fossé entre les plus pionnières et les plus traditionnalistes. Nous sommes invités à changer de paradigme sociétal. Dans ce contexte, il paraît urgent de revoir notre rapport à nous-mêmes, aux autres et à l'ensemble de la planète. Voici, résumé, quelques convictions partagées par les contributeurs à ce livre. Nous devons, pour prendre les voies de la résilience, nous engager dans une métamorphose pour changer de paradigme civilisationnel. Nous vivons une période de mutation profonde qui n'est pas une simple crise, mais une polycrise. L'expression est d'Edgar Morin. C'est en prenant conscience de ces enjeux que nous pourrons agir à la fois, individuellement, et collectivement. Notre action s'inscrit dans une mondialisation qu'il faut vivre autrement, en développant notre interdépendance avec l'ensemble du vivant au sein de la planète. Les changements à la fois écologiques, technologiques, économiques, sociaux nécessitent un changement de paradigme. Nous sommes amenés à faire évoluer nos représentations. Nos principaux leviers d'action sont d'ordre culturel et représentés par nos valeurs et nos comportements. Nous ne pouvons plus dissocier, comme nous l'avons fait à l'âge moderne, l'homme de la nature. L'homme dépend du reste du vivant. C'est dans la diversité, à la fois biologique et culturelle, que la richesse de notre vie peut s'épanouir. Nous sommes poussière d'étoiles, selon Albert Jacquard, et notre coévolution fait également partie d'un plus grand tout, chacun le concevant comme il l'entend. Si la conscience est le fruit de l'évolution, comme le souligne Edgar Morin, comment faire en sorte que son développement s'accélère et touche un plus grand nombre d'humains pour atteindre une masse critique? Avoir une conscience plus large des enjeux planétaires requiert un changement de posture, c'est-à-dire de valeurs et de comportement. Cela nécessite de prendre le virage global et de changer de paradigme, Erwin Laszlo. Mais que signifie réellement changer de paradigme? Edgar Morin nous invite à passer de la complexité à la pensée complexe en luttant contre le probable, pour faire advenir l'improbable. Pour Erwin Laszlo, nous devons élargir notre conscience en agissant de manière cohérente à notre niveau, pour transformer collectivement le monde. D'autres comme Brian Hall Value Shift, Don Beck et Chris Cowan Spiral Dynamics, Richard Barret The New Leadership Paradigm, proposent des grilles de lecture pour décrypter les niveaux de conscience. L'œuvre de Ken Wilber propose une nouvelle théorie dite intégrale, intégrant toutes ces dimensions. La vision du monde postmoderne a beaucoup apporté en déconstruisant la modernité et en mettant en avant des valeurs post-matérialistes et une société plurielle. De nos jours, d'autres approches telles que la philosophie intégrale, l'approche post-postmoderne ou le mouvement évolutionnaire mettent l'accent sur la nécessité d'intégrer les différentes strates de la complexité pour aller plus loin en reliant les différentes visions du monde. Mais que veulent dire ces concepts? Quelles sont les différences en termes d'épistémologie et de paradigme? Des paradigmes différents mais convergents vers un même questionnement. Ces visions du monde tentent d'offrir une philosophie constructive au basculement paradigmatique. Nous ne sommes pas uniquement dans une volonté de déconstruire la réalité dominante, voire asphyxiante. Cette quête est portée par une diversité de penseurs dont nous avons souhaité donner ici une représentation, certes non exhaustive, mais très pertinente. Tous sont engagés dans leur domaine depuis de nombreuses années. Ils cherchent à sortir de la recherche universitaire conventionnelle pour aller plus loin, explorer de nouveaux champs.
Ervin Laszlo, philosophe des sciences hongrois, fondateur du club de Budapest, est un pionnier dans le domaine. Il a porté très haut des notions telles que la conscience planétaire, la coévolution et le changement de paradigme. Il est actuellement aidé de György Szabó, hongroise d'origine, qui œuvre à ses côtés, approfondit et prolonge certaines recherches, elle-même philosophe de formation. Nous lui avons proposé de mettre ici en perspective la recherche d'Ervin Laszlo. Steve McIntosh, américain, juriste de formation, est probablement le penseur le plus symbiotique de la philosophie intégrale, proche de Ken Wilber aux États-Unis. Il défend l'idée selon laquelle l'évolution a un sens et conceptualise la notion de vision évolutionnaire du monde. Ryan Eisler, américaine, a développé toute sa vie l'importance de la conscience des autres et de soi. Elle a en particulier abouti au concept d'économie et de société humaniste, et à la nécessité d'envisager de manière bien plus large la richesse de notre humanité. Jennifer Gilday, docteure en sciences de l'éducation et prospectiviste australienne, met l'accent sur la nécessité toujours plus grande de relier les disciplines et de sortir des contingences de rivalité entre les sciences. Elle plaide pour une prospective qui s'ouvre à la pleine étendue de la connaissance en prenant en compte notamment les dernières avancées, dont la pensée intégrale. Michel Saloff-Coste nous brosse quant à lui un formidable panorama rétrospectif et prospectif à la fois, qui s'appuie sur une longue étude de l'évolution des civilisations humaines et ce qu'il a défini comme la grille de l'évolution. Il pointe les dernières avancées en matière scientifique et montre à quel point elles remettent en cause nos anciens paradigmes. Alain Gauthier a consacré sa vie aux organisations apprenantes, en y aidant les collaborateurs et les dirigeants à développer leur excellence professionnelle, mais aussi leurs qualités humaines. Il met l'accent sur la dimension de coévolution et propose de parler de co-leadership évolutionnaire. Je me concentre sur la dimension prospective socio-culturelle, à savoir l'évolution de nos systèmes de valeurs et de nos comportements, et discute la nature même de l'évolution que nous vivons actuellement. Ceci aussi dans le but de sortir des visions sceptiques, pessimistes, décourageantes et stériles de penseurs qui ne s'autorisent plus à imaginer ni à rêver, ou qui n'ont plus le courage de se remettre en cause. C'est enfin l'envie de réinterroger les bases épistémologiques de nos schémas traditionnels, modernes et postmodernes, en vue de construire de nouveaux modèles de développement économique et sociétaux. Pourquoi parler de nouvelle avant-garde ? De tout temps, on a parlé d'avant-garde pour décrire des penseurs, des inventeurs et des personnes engagées qui ont tracé un sillon et rompu avec le traditionnalisme et le réductionnisme de leurs époques. Ces personnes, souvent au risque de leur vie, ont exploré de nouveaux contours d'une réalité en devenir. La nouvelle avant-garde n'est pas seulement une pensée. C'est une culture, une communauté de valeurs et de quêtes, une intuition collective qui rassemble des personnes de tous horizons. C'est une vision presque poétique du monde, un espoir dans la capacité humaine à évoluer, mais aussi un respect profond pour le reste du vivant. C'est la conscience que nous ne connaissons qu'une part infime de l'univers, et que de ce fait, nous sommes invités à croire dans l'improbable. Karine Dartigues-Pérou est présidente du Club de Budapest France, prospectiviste et consultante en stratégie. Elle est docteure en sciences politiques, Université de la Sorbonne, et diplômée en master d'économie politique internationale à la London School of Economy. Elle a dirigé les Voies de la résilience, l'Harmattan Col. Prospective 2012, au-delà de la crise financière, nouvelles valeurs, nouvelles richesses, l'Harmattan Col. Prospective 2011, prospective d'un monde en mutation, l'Harmattan Col. Prospective 2010, et co-auteur de plusieurs livres en prospective et management dont Regard de femme DRH sur un monde mutation, Pearson 2011, le DRH du troisième millénaire, Pearson 2009, le dirigeant du troisième millénaire, Editions d'organisation 2006. Culture et changement de paradigme, vers une nouvelle avant-garde ? Karine Dartigues-Pérou. Le problème avec l'homme, c'est qu'il comprend l'environnement au travers de ses représentations. C'est une magnifique caractéristique humaine, capable d'enchanter le monde comme de le tromper. Ces représentations peuvent aussi bien l'amener à changer, à s'adapter, ou le rendre aveugle. Pascal Pic. Comprendre le monde dans lequel nous vivons, décrypter et appréhender ses évolutions, est devenu un élément indispensable à plusieurs titres.
La planète vue du ciel est à présent ancrée dans notre mémoire collective, et n'est plus le luxe de seuls quelques astronautes. Grâce aux images satellites, nous avons développé notre vision du tout. La Terre est devenue village planétaire. Même si nous n'en comprenons pas tous les aboutissements, nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir notre interdépendance avec le reste du vivant. Nous ne sommes qu'une partie d'un tout plus grand. Édouard Glissant, l'écrivain martiniquais, invente le tout-monde et célèbre la relation. Quelles sont les grandes évolutions sociétales de notre monde? Dans quel domaine se tissent les tensions et les émergences? Quel est l'avenir de l'homme, et quelle histoire humaine sommes-nous en train de construire? Cristallisation des tensions et émergence. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notre monde connaît une nouvelle phase de sa mondialisation. Après avoir été réservé au domaine militaire, ces modes de communication se démocratisent. Les usages se développent avec les jeunes générations, et les digital natives nés avec le numérique. L'information circule mondialement grâce à Internet, ce qui permet à l'ensemble de la société civile de s'informer et de communiquer par ses propres moyens. Le téléphone portable devient un outil de plus en plus utilisé dans tous les pays du monde. L'équipement technologique n'est pas encore donné à tous, mais l'accès à Internet, lui, se généralise à grande vitesse. La nouvelle vague de mondialisation porte en elle de multiples potentiels, à la fois démocratiques, économiques et sociaux. Les technologies de l'information et de la communication ont la capacité de bénéficier à tous les citoyens du monde, même si leurs valeurs sociales et publiques restent encore sous-développées de nos jours. Les secteurs comme la santé, l'éducation, l'industrie ont la capacité d'être révolutionnés par eux. À l'opposé d'une démocratisation des usages, un autre scénario plus noir existe, celui du contrôle par quelques acteurs d'une offre qui deviendrait totalement globalisante et uniforme. On pense bien sûr aux films de science-fiction comme 1984 ou Time Out, qui montrent la montée d'un oligopole politico-économique. Les films Les Nouveaux Chiens de Garde et Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde, montrent la face sombre des mass-médias et de la finance internationale. La diversité est capitale, elle seule peut nourrir l'innovation. Dans cette mondialisation où tout est possible pour le pire et pour le meilleur, quelles sont les grandes évolutions et les forces de changement? Mondialisation versus globalisation. D'un côté, il existe une homogénéisation factuelle du monde à travers l'image, les satellites, Internet, etc. Celle-ci est directement liée à notre modèle de développement qui a marqué l'apogée de l'économie de marché, tout en entraînant une suprématie du capitalisme ces 20 ou 30 dernières années. L'expression de Marshall McLuhan, « village global », met l'emphase sur le côté globalisant et homogénéisant de la mondialisation. L'enjeu est pourtant de valoriser notre diversité culturelle. On parle sur Terre des milliers de langues, mais nombre d'entre elles sont en train de disparaître au profit de quelques-unes. 90% des 7000 langues parlées dans le monde vont disparaître dans le siècle prochain. Les 12 premières langues ont été adoptées par la moitié de la population mondiale. L'enjeu est de faire en sorte que la mondialisation nous ouvre justement à cette richesse avant qu'elle disparaisse. Anthony Giddens, sociologue britannique, a beaucoup contribué au développement de la notion de mondialisation. Il en a même été un promoteur. Il note cependant qu'à l'origine, le concept de mondialisation visait une société mondiale plus consciente de ses richesses culturelles. Or il reconnaît que celle-ci n'a pas satisfait à cet idéal, d'où la nécessité aujourd'hui de rendre la mondialisation plus humaine. On le note également dans le domaine écologique, puisque l'environnement et la nature sont trop souvent absents du registre de la mondialisation. Le concept de conscience planétaire est là pour nous rappeler que notre interdépendance se tisse entre humains, mais aussi avec le reste du vivant, la planète tout entière. Modernité, postmodernité ou post-postmodernité ? Plusieurs analyses convergent sur le fait que nos systèmes de valeurs évoluent et que les valeurs postmatérialistes sont de plus en plus importantes. Ronald Inglehart montre que même si nous n'évoluons pas de manière linéaire et que nous connaissons des régressions matérialistes, nos sociétés évoluent et progressent vers le postmatérialisme. D'autre part, selon les enquêtes sociologiques conduites par Paul Ray et Ruth Anderson, une nouvelle catégorie socioculturelle, les créatifs culturels,
connaîtraient un plus fort développement que les modernes et les traditionnels. Les créatifs culturels représenteraient environ 35% des populations américaines et européennes et se caractériseraient par un goût prononcé pour les cultures du monde, un soutien aux minorités ou aux causes engagées, une attention particulière pour l'écologie et l'environnement, une pratique spirituelle ou de développement personnel, etc. Nous ne développerons pas plus longuement ces dimensions puisqu'elles ont été largement analysées dans Prospective socioculturelle, une prospective d'un monde en mutation, et dans Regard prospectif sur les valeurs et les richesses au XXIe siècle, au-delà de la crise financière, nouvelles valeurs, nouvelles richesses. Steve McIntosh aborde également cette dimension dans son chapitre. Le questionnement prospectif, tel que nous le développons en pratique, permet d'élaborer des visions de futur souhaitables à 10 ans tout en laissant la place à la dimension rationnelle, fait, tendance lourde, besoin, à la dimension émotionnelle, artistique, désir, aspiration, ainsi qu'à la dimension spirituelle, inspiration, transcendance. Si le Club de Rome a su tirer la sonnette d'alarme dans les années 1970 avec son rapport Limits Too Gross, son succès a été certain dans les milieux scientifiques, mais n'a pas su dépasser ce cadre. Ceci s'explique en partie par le fait qu'il n'a pas suffisamment abordé les facteurs humains, ni les dimensions irrationnelles. C'est d'ailleurs, en partie, pour pallier à ce déficit qu'Ervin Laszlo a eu l'idée de créer le Club de Budapest. La postmodernité a été inspirée par bon nombre de penseurs français comme Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze ou Jean-François Lyotard. Aujourd'hui, Michel Maffezoli en est un des acteurs les plus éminents. François Cusset, dans son remarquable ouvrage « French Theory », raconte comment les universitaires américains se sont emparés des idées et concepts développés sur la postmodernité par les intellectuels français, alors même qu'eux étaient marginalisés en France par l'institution académique. La pensée postmoderne a influencé les gender studies, les cultural studies et de nombreux courants philosophiques américains. On la retrouve également aujourd'hui dans la pensée intégrale, ou chez les différents penseurs évolutionnaires. C'est pour cela que nous jouons sur les mots, et que nous avons intitulé cet ouvrage La nouvelle avant-garde. La question n'est donc plus uniquement de savoir si, en sortant de la modernité, nous nous enfonçons indubitablement dans l'hypermodernité, version décadente de la modernité, ou si nous déconstruisons la modernité pour aller vers la postmodernité. La question est bien de savoir vers quel type de société évoluons-nous et comment intégrer une diversité de visions du monde et de représentations socioculturelles. D'où le questionnement proposé par la pensée évolutionnaire qui cherche à construire sur cette complexité, plutôt qu'à en tirer un trait simplificateur et réducteur. Ce questionnement est prospectif mais aussi philosophique. Contrairement aux autres courants intellectuels, il tisse ou remet à l'honneur la dimension transformationnelle des grands sages. On ne peut penser sans agir, et c'est en agissant et en se transformant soi-même que l'on transforme le monde à son tour. Passer à l'ère de l'interdépendance, ce n'est pas uniquement s'adapter, c'est trouver la voie de ce qui est juste pour soi en accord avec le reste du vivant. C'est redonner de la place aux arts et aux humanités dans un monde qui s'est considérablement financiarisé et asséché, au bénéfice du mécanique, du clonage et des normes. Certes, il faut de tout pour faire un monde, mais la qualité démocratique, la créativité de notre société civile et la résilience de nos sociétés dépendent de notre culture démocratique. Seuls les arts et les humanités peuvent former et ouvrir l'esprit des citoyens comme des décideurs. Dans cette métamorphose sociétale, dans cette ouverture plus grande, nous sommes invités en contrepoids à plus d'intériorité. Thich Nhat Hanh en parle admirablement bien. Un artiste aura d'autant plus à offrir qu'il aura forgé et poli sa singularité créative. Par-delà nature et culture. Humaniser le monde, rendre la mondialisation plus humaine ne signifie pas suivre la voie d'un égoïsme anthropocentrique, focalisé sur soi ou sur quelques-uns. Cela signifie s'ouvrir à l'appel du monde en nous, aux autres êtres vivants, à la nature et au cosmos. L'appel vers l'unité tel que le formule Ervin Laszlo avec György Szabó dans la Déclaration d'unité, rejette l'uniformisation catégorique et l'universalisme colonialiste. Il est fait de conscience écologique, de solidarité et d'interdépendance. Parmi le courant évolutionnaire comme l'interprète Andrew Cohen ou Ken Wilber, peu de cas est fait du lien de l'homme avec la nature.
C'est en cela qu'Erwin Laszlo apporte un élément de réflexion supplémentaire. Il insiste sur le fait que nous devons nous y relier à nouveau et sortir du caractère dualiste homme-nature. Le rapport de l'homme à la nature précède les organisations sociales. Ce qui distingue pour Philippe Descola les cultures humaines, c'est leur manière d'envisager un sujet, humain et non humain, dans le monde naturel. Ainsi, il dresse une typologie qui fait la distinction entre, d'une part, les humains et les non-humains qui se ressemblent par l'esprit, totémisme, animisme, et du point de vue physique, totémisme, naturalisme, et d'autre part ceux qui n'ont pas le même esprit, naturalisme, analogisme et qui sont différents du point de vue physique, animisme, analogisme. Dans son ouvrage Par-delà nature et culture, il développe une anthropologie de la diversité qui montre que, de fait, le naturalisme dominant à l'ère de la modernité en Occident, qui sépare l'homme de la nature, n'est qu'une forme d'expression et que d'autres rapports sont possibles entre nature et culture. C'est pour cela que l'on ne peut pas appliquer des valeurs universelles dans le domaine de la préservation des besoins naturels et culturels. La politique internationale de protection de l'environnement nécessite de prendre en considération différentes cosmologies et rapports à la nature. Elle repose trop aujourd'hui sur la conception naturaliste née au siècle des Lumières, alors qu'elle devrait respecter les diversités anthropologiques. Pour Teilhard de Chardin, 1881-1955, le pas suivant est l'unification, c'est-à-dire la culmination naturelle d'un processus cosmique d'organisation. Car qui dit plus de complexité dit plus de conscience. Pour Teilhard de Chardin, évolution égale montée de conscience égale effet d'union. Dans cette conception d'unification, nous irions vers l'ultra-humain. Le moteur de l'évolution vers la noosphère étant pour lui Dieu. La noosphère serait une collectivité harmonisée des consciences, équivalente à une sorte de super-conscience, la Terre non seulement se couvrant de grains de pensée par myriades, mais s'enveloppant d'une seule enveloppe pensante, jusqu'à ne plus former fonctionnellement qu'un seul vaste grain de pensée, à l'échelle sidérale. La pluralité des réflexions individuelles se groupant et se renforçant dans l'acte d'une seule réflexion unanime. D'autres, comme Sri Aurobindo 1872-1950, insistent sur le fait que l'unité humaine ne peut être viable et devenir réelle que si la religion de l'humanité, qui est à présent le plus haut idéal actif du genre humain, se spiritualise et devient la loi intérieure générale de la vie humaine. Selon Sri Aurobindo, la religion de l'humanité peut se présenter de deux façons, comme un idéal intellectuel et sentimental ou comme une aspiration spirituelle. Dans le premier cas, cet idéal existe déjà partiellement depuis le XVIIIe siècle. L'humanité est divinité, et le devoir principal de l'esprit humain est de servir le respect et le progrès de l'être humain. Il est celui d'une élite, et se trouve menacé par l'égoïsme humain. Cela a donné naissance à la liberté, à l'égalité et à la fraternité qui sont des valeurs incompatibles ensemble si elles sont vécues à un niveau intellectuel ou émotionnel. Cependant, la fraternité comme la liberté ou l'égalité n'existe que dans l'âme et par l'âme. Elle ne peut exister par rien d'autre. Pour Sri Aurobindo, l'idéal de l'unité humaine comme religion de l'humanité, c'est donc d'éveiller l'âme dans l'homme, le faire vivre dans son âme et non dans son ego. L'ouvrage de Sri Aurobindo est paru entre 1915 et 1918, soit quelques années avant la création de la Société des Nations en 1920. Quelques années plus tard, en 1930, Rabindranath Tagore, dans The Religion of Man, enseigne aux Occidentaux que le transcendantalisme indien ne voit pas la religion comme une fin en soi, mais comme un moyen vers un but ultime. L'âme progresse de l'individu à la communauté, de la communauté à l'univers, et de l'univers à l'infini. Grâce au yoga, l'homme peut transcender son humanité et accéder à un état de pure conscience de son unité indivisible. Ce qui rassemble ces auteurs, qu'ils soient croyants ou non, c'est l'idée selon laquelle l'idéal d'unité humaine ne pourrait se faire pleinement que par la voie spirituelle, méditation, transcendance, yoga. C'est elle seule qui permettrait de dépasser le carcan restrictif et égoïste de l'homme, les dimensions intellectuelles et émotionnelles ne pouvant à elles seules le permettre. On fait souvent un parallèle entre la noosphère et Internet, entre les réseaux que l'on connaît au niveau planétaire et cette mondialisation de nos échanges. D'autres, comme Pierre Lévy, s'en sont inspirés et parlent de world philosophy,
qui fait que l'on se sente vivre sur une planète comme dans un village, avec un sentiment d'appartenance et de faire partie d'un tout. Les technologies de l'information et de la communication permettraient ainsi une certaine transformation des mentalités. Là encore, il y a débat entre les partisans d'une certaine transcendance et ceux qui privilégient la piste des intelligences connectées, comme Richard Collin. La révolution de l'information est au cœur de, et nourrit à la fois la transformation de nos consciences. Elle constitue une métaphore de l'évolution humaine, dans ses dimensions à la fois rationnelles, émotionnelles et spirituelles. Cette mondialisation apporte également avec elle les risques d'unification et de globalisation. Allons-nous vers plus d'homogénéisation, d'uniformité ou parviendrons-nous à maintenir une pluralité, à respecter nos diversités, voire à intégrer nos singularités? Les expressions de notre coévolution. Comment se manifeste notre coévolution? Quelles en sont les actions emblématiques et les pistes émergentes? Nous proposons d'illustrer ici, de manière très pragmatique, ce qui nous paraît relever de la culture coévolutionnaire. Changer de paradigme, c'est changer sa représentation du monde. On se focalise parfois sur des sujets qui sont de moindre importance alors que des enjeux bien plus importants mériteraient plus d'attention. C'est le cas des masses médias qui ont tendance à focaliser l'attention sur des faits divers, mais c'est également le cas de tout processus de surinformation. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Il faut donc apprendre à vivre dans un contexte de surinformation et de désinformation. Alors même que l'accès à l'information explose grâce au numérique, il s'accompagne également de risques réels de contrôle et de manipulation. D'où l'intérêt de croiser les différentes sources d'information et de relier les informations entre elles. Et l'importance également de comprendre les systèmes de pensée, les idéologies, les communautés d'intérêt sous-jacents aux différents canaux. Il est des évolutions qui ne sont pas clairement visibles, voire encore imperceptibles. C'est le cas, en particulier, d'un certain nombre de problèmes environnementaux contemporains comme les gaz inodores ou les pollutions non visibles à l'œil nu. D'autre part, la complexité des enjeux à venir ne peut à elle seule se comprendre par la seule voie rationnelle. Par exemple, la baisse dangereuse de la biodiversité ne peut s'expliquer uniquement par les faits et les données scientifiques. L'esprit de raison, bien que nécessaire, ne suffit pas dans tous les domaines. L'intelligence émotionnelle se développe aux côtés de l'intelligence rationnelle dans les entreprises. Certains scientifiques s'ouvrent au dialogue interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, avec des philosophes et des spirituels. Le cas des neurosciences est illustratif de cela. Les artistes contribuent à la résilience de nos sociétés grâce à leur créativité, mais parce qu'ils favorisent les conditions d'inspiration. Ils ouvrent la voie à un usage de l'intuition plus accessible. Le déploiement du yoga et l'usage de la méditation pour calmer son stress sont une bonne illustration de la démocratisation de disciplines spirituelles. À présent, la méditation est reconnue comme pouvant accélérer la guérison des blessures. Tout cela permet une ouverture vers une dimension plus intégrale de l'homme, à la fois dans son corps, son âme et son esprit. Cette dimension plus large de soi contribue dans tous les domaines, que ce soit l'économique, le social ou le culturel, à une ouverture et à une prise de conscience plus globale. Qu'on l'appelle intuition, Pierre Teilhard de Chardin, élan créatif, Henri Bergson, ou élan vital, Sri Aurobindo, c'est ce que le monde a le plus à libérer. Dans ce contexte, changer de paradigme, c'est se mettre dans une posture d'ouverture d'esprit et de cœur qui va parfois à contre-courant des évidences proclamées. C'est ouvrir un nouveau champ d'investigation ou d'expression, c'est changer sa représentation sur une chose ou un être. D'où le décalage que l'on ressent parfois entre ce qui est en train d'advenir et ce qui est encore, entre la masse et la minorité, entre ce qui est en train de mourir et ce qui est en train de renaître. C'est un chemin que l'on peut ressentir lorsque l'on se transforme personnellement. On se sent dans l'inconfort, entre une peau qui craque et ne demande qu'à tomber et une peau qui émerge mais est encore trop fragile pour recevoir les intempéries de la vie. De même, au niveau collectif qui nous intéresse ici plus particulièrement, on est amené à vivre ce décalage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.